C'était donc quelques réactions. Donc avant de donner l'antenne à nos envoyés spéciaux, nous allons encore rebondir sur certains aspects du discours du président. Donc le volet économique avec Kone Adama, si possible. D'accord, ok. Avant que... D'accord, ok. Alors, M. Claude Sailly, le président de la République, dans son intervention, suscite toujours de l'espoir. Alors, sur quoi repose cette garantie d'espoir qu'il essaie d'inculquer, de faire comprendre à ses concitoyens? Non, vous savez, quand on veut être leader, quand on veut être président de la République, on doit être porteur d'une ambition, d'une vision. Comprenez? On doit partager un rêve, on doit partager le rêve, l'espérance, l'espoir. Et quand on n'a pas tout cela, la charge, je dis bien la charge devient lourde pour celui qui n'a pas cette vision partagée là. Donc, je pense que le président de la République, arrivé au pouvoir, a beaucoup de choses à donner. Et le temps, à la limite même, est en train de lui faire défaut. Il a beaucoup de choses à partager. Et au-delà des choses à partager, c'est l'espérance, parce que nous sommes en train de rebâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. Je vous dis qu'il y a plusieurs leaders qui ont vraiment dominé la scène politique ivoirienne, qui sont en train de partir. L'essentiel, c'est ce qu'ils nous laisseront en héritage quand ils seront partis, et que la génération présente prendra le flambeau et poursuivra l'œuvre à entreprendre. Et donc, tout ce qui est en train d'être fait, en réalité, c'est pour pérenniser l'action hautement symbolique que nos devanciers, nos aînés sont en train de faire. C'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre tous les discours qu'il tient quand il parle de paix, il parle d'espoir, il parle d'espérance, il parle d'avenir. Donc, c'est vraiment une Côte d'Ivoire de demain que nous sommes en train de bâtir, parce qu'il y a une Côte d'Ivoire qui est partie et il y a une à bâtir qui est en train de venir. Alors, est-ce que ça se justifie quand il demande un second mandat? Je pense que je ferai sourire tout le monde quand, en évoquant ce que le président Bédié avait dit. Il dit ce pont à lui se justifie 2 mandats. Ça, c'est pour la petite partie humoristique. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le président Ouattara, actuellement, après la grande œuvre fondatrice du président Félix Houphouët-Boigny, est celui qui a engagé le plus de réformes dans tous les niveaux. Réformes infrastructurelles. D'abord, il y a des chantiers qui ont été abandonnés depuis 30 ans, qu'il a mis en route et qu'il a exécuté en 24 mois, pour certains. Au-delà de cela, il a mis en place, j'ai failli dire, les bases d'un consensus national. Aujourd'hui, il a fait voter une loi portant statut de roi et chef traditionnel. C'est vrai que Claude a toujours parlé de consensus par rapport à la candidature. Systématique. Systématique. Il met en place les bases d'un consensus national. Quand il discute avec le président du PDCI RDA, qui fut un rival acharné, mais aujourd'hui qui est son allié le plus puissant, il ne vise qu'une seule chose, mettre en place une Côte d'Ivoire réconciliée, non seulement au plus haut niveau, pour donner l'exemple, parce que l'exemple vient toujours du sommet, mais en plus, réunir les fils de la Côte d'Ivoire autour d'un idéal aussi bien politique, l'idéal du père fondateur, une Côte d'Ivoire multiethnique, multiconfessionnelle, je dirais, en tout cas une Côte d'Ivoire de développement dans laquelle on ne différencie aucun des fils. Mettre d'abord cela comme base du développement, ensuite créer les instruments réels du développement qui seraient tous ces chantiers d'infrastructure qu'il lance, sont les bases sur lesquelles va se faire l'émergence à partir de 2020, pour revenir beaucoup plus en détail lors de notre analyse économique qui suivra tout à l'heure. Voilà, Claude, quelques secondes, parce que nous allons repartir du côté de... Non, je suis totalement d'accord avec ce que Moussa dit, et tu le dis, il y a une forme d'intégrisme politique qui se développe là dans notre pays, et surtout en Afrique. Une forme d'intolérance politique, mais malheureusement qui prend appui dans l'orgueil. Tout le monde pense pouvoir être président de la République. Tout le monde est persuadé d'avoir un destin national. Mais alors, si ce qui est en train d'être fait est bien fait et pose les jalons, les fondements d'un lendemain meilleur, pour parler comme le poète, si tout ce qui est en train d'être fait nous permet de monter sur cette montagne de kaolin et d'apprécier la somptuosité de l'aurore de la Côte d'Ivoire qui arrive, mais à quoi bon se tirer encore à U et à Dia
À quoi bon vouloir démontrer qu'on a un destin national et venir détruire ce que nous sommes en train de construire? C'est-à-dire, c'est un peu la politique du chimpanzé qui détruit à chaque fois ce que lui-même bâtit. Jusqu'à ce jour, il n'a pas de logique. Non, il faudrait que la Côte d'Ivoire apprenne réapprenne à se parler, réapprenne à se mettre ensemble et à comprendre que le seul développement, la seule bataille, la seule ambition, c'est l'ambition qui permet aux citoyens d'avoir une conscience élevée, d'avoir un niveau de vie vraiment acceptable. Quand on a réussi ce combat, on a tout réussi. Le reste, ce n'est que orgueil, ce n'est que prestige. Or, ces choses-là ne viennent quand l'essentiel est fait. Et je pense que nos aînés doivent comprendre que nous les regardons. Nous les regardons avec beaucoup de rigueur et nous attendons que la Côte d'Ivoire qui va nous léguer soit une Côte d'Ivoire très heureuse, de sorte à ce que nous puissions, parlant d'eux, parler comme eux parlent au Houphouët-Boigny aujourd'hui. Vous voyez, l'air du fouet. Demain, la génération de 50, des quadras, les quarantenaires, puissent dire demain, mon Dieu, nos aînés ont bâti quelque chose. Et cela passe par l'union entre eux et comprendre que tout le monde n'entrera pas comme cela dans l'histoire. Il y a ceux qui bâtissent l'histoire à partir de l'immortalité, des actes forts. Mais cela aussi, ce sont des missions à accomplir et tout le monde n'est pas missionnaire de Dieu. Mais au-delà également de cela, je pense que le président Ouattara, actuellement, si je veux employer un euphémisme, pêche par humilité. Il ne dit pas très souvent tout ce qu'il fait dans le cadre de l'apaisement, de la cohésion, du consensus national. Mais revenons-en aux chiffres, parce que plus que tout, les chiffres parlent. Il y avait près de 200 exilés à l'étranger. Il les a tous fait rentrer. Et tous les exilés qui sont rentrés ont eu droit à une reconstitution des carrières. Ils n'étaient pas obligés. C'était des gens qui l'avaient combattu politiquement, militairement, mais les a fait rentrer. C'était des directives fermes. Ils ont repris, pour ceux qui étaient en tout cas fonctionnaires ou agents de l'État, ils ont repris leur carrière avec reconstitution des soldes. Mieux encore, il y avait près de 300 000 exilés, 236 000 exilés pour être précis. Mais 200 000 sont rentrés aux frais de l'État. Et pour aller plus vite encore, même dans le cadre des discussions avec le CPD, dans le cadre du cadre permanent de concertation, que Claude connaît très bien, quand les gens ont décidé, bien entendu, de revenir dans les jeux politiques, ils ont posé un certain nombre de questions matérielles qui ont été résolues par le président de la République, de manière claire, précise. Ils ont eu droit aux subventions des partis politiques. Ils ont droit à une protection policière. Afin Guessan, qui est aujourd'hui l'opposant le plus, je vais dire, le plus déterminé, mais a droit à une protection, une garantie de l'État. Il a droit à un dégel de ses avoirs. Il a le droit d'avoir son opinion à la télé. Il a même le droit de critiquer le président de manière virulente. C'est ça la démocratie qu'il est en train de construire, le président Ouattara. C'est ça le socle du développement. C'est ce qu'il va laisser en fait en héritage à la Côte d'Ivoire quand il partira. La capacité pour nous Ivoiriens d'exprimer nos désaccords, mais de rester unis autour de ce qui nous unit, qui est la Côte d'Ivoire. Nous l'avons connu sous Houphouët, nous nous sommes déchirés, cela nous a entraîné à un conflit fratricide. Aujourd'hui, nous sommes en train de rebâtir un consensus. Les ponts, les murs, les autoroutes que nous construisons, c'est bien. Mais au-delà de cela, le président est en train de bâtir un peuple nouveau. Et c'est ce peuple-là qui, véritablement, au-delà des techniciens, au-delà des technocrates, conduira la Côte d'Ivoire à l'émergence. Parce que l'émergence est d'abord et avant tout un état d'esprit. David. Mais il faut dire aussi que la réconciliation est difficile quand même. Ah oui, mais vous dites bien réconciliation, c'est-à-dire vous réconciliez des choses qui sont éparses, des choses qui se sont brisées. Ce sont des choses difficiles. Vous savez, quelqu'un disait que les haines les plus empoisonnées sont celles qui naissent de l'amour. Vous comprenez? Qui naissent de l'amour. Et c'est un peuple qui a connu des difficultés. C'est une épreuve, c'est l'épreuve du feu. Il faut bien qu'on passe par cette épreuve-là pour sortir quelque chose de très fort. La réconciliation est difficile, elle n'est pas mécanique, elle n'est pas automatique, elle est progressive, cette réconciliation. C'est petit à petit que nous reprendrons confiance. Je vous ai dit en début d'émission que la Côte d'Ivoire doit construire une nouvelle solidarité, doit inventer un nouveau contrat social, faire en sorte que tous les Ivoiriens, tous les enfants réapprennent à partir encore de l'avant, réapprennent à se parler, réapprennent à se côtoyer. C'est cela. Donc la réconciliation est difficile, mais elle se fera. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous sommes condamnés à être ensemble. Moussa a dit quelque chose de formidable tout à l'heure, l'humilité. Vous savez, quand l'orgueil nous envahit, il est évident que nous ne voyons pas
nos propres limites. L'autocritique n'est pas permise, nous sommes plus dans la critique. Or, avec humilité, nous réalisons beaucoup de choses. Que tous ceux qui aujourd'hui pensent pouvoir tenir les rênes de cet État comprennent que c'est avec humilité que tout se fera, parce qu'en réalité, un homme, une voix, et c'est dans les unes que tout cela va se faire. Mais cela se fera, c'est sur la base de la confiance, des vibrations, des énergies qui vont dégager. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que véritablement tout est réuni pour qu'il y ait une réconciliation véritable aussi? Non, on ira à la réconciliation. Tout est fait progressivement. Oui, on ira à la réconciliation. Moi, je suis de ceux, je vous ai dit, qui pensent que sur les cendres de la commission dialogue, vérité, réconciliation, nous devons très rapidement aller à la mise sur pied d'une haute autorité pour la cohésion sociale et la réconciliation. Il y a déjà un programme qui... Oui, non. Une haute autorité qui aura une mission plus pérenne, plus longue, une vue plus élargie que les différentes structurations que nous sommes en train de faire, afin que cette haute autorité-là soit véritablement un gage, soit, si vous voulez, soit un amortisseur face aux crises sociales qui viendront. Et ça se fera progressivement. Je m'excuse d'avoir interrompu de ça. S'il y a une chose qui est difficile à réaliser, c'est la gestion des humeurs, c'est la gestion des contentieux interindividuels. On peut régler des problèmes financiers, on peut régler des problèmes techniques, mais les problèmes interpersonnels se règlent dans la durée. Au Rwanda, il y a eu les génocides de 1994. Mais 20 ans après, la réconciliation n'est toujours pas faite. On continue toujours de faire cette réconciliation. N'oublions pas, en Afrique du Sud, la commission Vérité et Réconciliation a pris 10 ans de travaux. Pourtant, elle était présidée par un homme d'exception, Monseigneur Desmond Tutu. Desmond Tutu, oui. Et encore près de nous, au Congo, il y a eu la guerre entre les ninjas, les cocoys, les cobras, la guerre civile. Mais aujourd'hui, près de 20 ans après, la réconciliation est toujours en cours. La réconciliation ne se décrète pas, elle se construit. En Côte d'Ivoire, nous avons eu la chance, je dirais ça, comme ça, même si nous avons enregistré près de 3000 morts, mais nous avons eu la chance d'avoir eu un conflit qui ne s'est pas étendu et qui n'a pas basculé en conflit ethnique, qui n'a pas basculé en un conflit religieux. Et donc, il est beaucoup plus facile pour nous de construire un processus de réconciliation. Claude Sailly a parlé tout de suite d'une haute autorité pour la cohésion sociale. C'est vrai, au-delà même du programme national de cohésion sociale, qui évidemment fait ce qu'il peut sur le terrain, mais il faudra peut-être même un ministère tout entier dédié à la question de la réconciliation nationale. Parce que la réconciliation nationale, elle concerne les deux camps. Le président de la République a parlé de la mise en place d'un fonds de 10 milliards à partir de 2015 pour dédommager les victimes. Mais il y a les victimes humaines. Il y a les victimes, j'ai failli dire matérielles, telles que les entreprises. Mais il y a aussi les blessures qui ne pourront jamais être guéries par un chèque. Quel que soit le montant. Quel que soit le montant. Un homme, comme j'en connais plein, un homme qui a perdu l'intégralité de sa famille dans l'éclatement d'un obus, aucun chèque ne pourra nous ramener sa femme et ses 3 enfants. Une femme qui a perdu sa femme et son mari et ses 2 enfants, aucun chèque ne pourra les lui ramener. Seul, d'accord. D'accord. Merci. Alors, en retour au palais présidentiel. Voilà. Merci David. Le président de la République vient de faire son entrée pour saluer le 3e groupe. C'est le bureau de l'Assemblée nationale conduit par sa première vice-présidente, Madame Sarah Sako, Madame le procureur général près la Cour suprême, Madame Ada Dengue sans écrit, les membres du Conseil constitutionnel conduits par le doyen d'âge des conseillers, Madame la présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, Madame Chantal Camara, Monsieur le président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Kobo Pierre Claver, Monsieur le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Kone Moussa, Mesdames et Messieurs les premiers avocats généraux du parquet général près la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les conseillers de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les avocats généraux, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa, Messieurs les présidents des tribunaux de premières instances d'Abidjan et de Yopougon, Monsieur le président du tribunal du commerce,
messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de Yopougon, la délégation du Conseil économique et social, les membres du Conseil de l'ordre de la Grande Chancellerie conduite par le secrétaire général, En ce début d'année, les membres de la médiature conduite par le médiateur de la région de Lagune 1, la commission centrale de la commission électorale indépendante conduite par monsieur le vice-président Kone Sourou, le conseil de la haute autorité pour la bonne gouvernance, l'inspection générale d'État conduite par son secrétaire général. Je rappelle que le porte-parole de ce groupe sera la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Fadika Sarah Sako. son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, à l'entame de l'année 2015, les membres éminents des institutions de la République ici présents, par ma voix, formulent à votre endroit leurs vœux les plus chaleureux de succès, de bonheur, de santé, de paix, de fraternité, d'unité, de symbiose et de réussite partagée. En effet, Monsieur le Président de la République, l'année 2015 s'annonce sous votre haute égide pour l'ensemble des composantes de la nation comme une année riche en nouvelles réalisations économiques, sociales, culturelles et politiques, à l'aune de la convergence vers l'émergence, consolidant par là même les acquis prééminents de l'année écoulée en termes d'investissements socio-économiques, éducationnels et infrastructurels. Au profit de l'ensemble des habitants de cette belle et noble terre d'espérance, d'hospitalité et de fraternité. Nous vous en félicitons, Monsieur le Président de la République. Les institutions dont nous sommes l'émanation en vertu des missions spécifiques qui leur sont assignées, sans assujettissement aucun, s'attelleront à accompagner cette dynamique forte et cette vision ascendante. Relativement à la coproduction, au vote de normes législatives idoines par l'Assemblée nationale, à même d'impacter le développement économique et social amorcé. À l'impartialité, à la qualité, à la haute teneur des décisions émanant des instances judiciaires tendant à accroître la confiance des justiciables ivoiriens. Au strict respect de la supranorme qu'est notre Constitution par son gardien tutélaire, le Conseil constitutionnel. Au Conseil avisé du Conseil économique et social, à l'élévation aux honneurs de la République pour les nationaux émérites par la Grande Chancellerie, à l'appropriation pleine et entière par nos concitoyennes et concitoyens de la nécessité de recourir à la médiation en cas de différend par le canal du médiateur de la République, à une commission électorale indépendante, impartiale, inclusive, consensuelle, fédérant ses actions par des scrutins justes et apaisés, au contrôle rigoureux de la gestion des finances publiques par l'inspection générale d'État, gage de bonne gouvernance. Monsieur le Président de la République, cette année nouvelle est également l'année de joute électorale importante, attenante au présidentiel que nous souhaitons toutes et tous, inclusive, transparente, apaisée et démocratique. Notre vœu le plus ardent est le primat de la paix, de la cohésion sociale, de la fraternité, de l'union, gage de développement durable et d'arrimage de la Côte d'Ivoire dans le Cénacle des Nations prospères. Excellente année 2015. Je vous remercie.
Brève locution de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Fadiga Sarr Sako. Nous venons donc d'écouter. Elle représentait différentes structures. Et pour elle, l'année 2015 s'annonce sous les auspices d'une année riche en investissements et les institutions sont prêtes, sans assujettissement, à accompagner le développement économique et social mené par le président de la République. Cette année 2015, une année électorale, Mme Fadiga Sarr Sako souhaite la paix.